Alors, comment on va commencer cette discussion? Donc moi voilà, c'est ça qui m'a marqué dans ma jeunesse. Street Fighter 2 sur Super Famicom, c'était en plus la période où on achetait les jeux en import, t'as connu ça aussi? Donc 749 francs je crois, celui-là. À peu près. Voilà. Et c'était pour moi le meilleur jeu de baston de cette période, en arcade et aussi sur console. Et pour beaucoup de monde, hein, ça aussi, reste une ouais. référence. Ça reste vraiment le jeu de baston culte. Après on a eu des jeux un peu plus, on va dire sur console 32 bits, un peu plus évolués techniquement, comme X-Men versus Street Fighter. Il y a eu aussi Street Fighter Alpha 2 sur Saturn, qui était pour moi excellent. Donc ça, essentiellement pour moi que des jeux Capcom, c'est ça qui a fait mon enfance et mon adolescence. Ton éducation en jeu de combat. Ouais, voilà, mais j'en ai fait que 3, donc à la fois petite faible éducation de jeu de combat, mais quand même. Donc voilà pour ça, tout ça pour dire que les jeux de baston c'était surtout du Capcom au début, et après petit à petit est arrivé un autre acteur sur le marché. Kakumega Shock Neo Geo. いくつもの伝説が生まれ、そして消えてゆく。狼は眠らない。画廊伝説スペシャル。SNK. SNK, avec des jeux quand même graphiquement qui envoyaient, et surtout des cartouches absolument incroyables. Donc on va parler un petit peu de la différence des jeux sortis sur console comme la Super Famicom, avec des cartouches quand même qui étaient de cette taille. Et montre-nous une belle cartouche Neo Geo. Les gros bébés. Voilà, donc là quand même, on voit bien qu'il y a une petite différence. Donc maintenant, tu peux nous parler un petit peu de la Neo Geo, de la genèse aussi? Tout à fait. Ce qui est marrant, c'est que tu as parlé de jeux de combat, qui est effectivement le genre de prédilection de la console Neo Geo, et c'est pas innocent aussi que tu parles de Street Fighter 2, puisqu'en fait, la Neo Geo, on va dire, a eu un petit roulement, a eu sa petite heure de gloire au moment où un certain Takashi Nishiyama, qui était le papa du tout premier Street Fighter, est arrivé chez SNK. Donc le premier Street Fighter qui est sorti en arcade, et d'ailleurs qui était un des premiers jeux à 6 boutons, je crois. C'est ça, qui est sorti en 1987 en arcade. Qui a ensuite été converti sur micro-ordinateur aussi, sur console. Voilà, mais qui avait connu un petit succès d'estime, mais qui n'était pas un grand jeu. Et lorsque Takashi Nishiyama arrive chez SNK, un des premiers jeux sur lesquels il travaille, c'est un certain Fatal Fury, le concurrent direct de Street Fighter 2. C'est lui. Exactement, avec une belle jaquette américaine. Voilà, donc on peut comparer, tiens, vite fait, une jaquette japonaise et une jaquette américaine. Alors c'est quand même carrément la catastrophe, hein. Bon, à part que au niveau du graphisme c'est quand même assez fin parce que ça a dû être fait par un peintre quand même, donc c'est plutôt beau en soi, mais la mise en scène est pourrie, enfin bon, c'est vraiment kitsch, mais ça a son charme maintenant quand même. On va dire ça, pour être voilà. poli. Donc ça c'est le premier Fatal Fury, donc ça est-ce que c'était un bon jeu de combat? Alors globalement, si on se fait uniquement à la réalisation, c'était très propre, le gameplay était d'un autre temps. Donc c'était quand même pas exceptionnel, mais ça se laissait jouer, ça faisait un petit peu parler. Le gameplay de notre temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui était un peu alors à la fois les collisions entre les personnages n'étaient pas extrêmement précises, les coups avaient du mal à sortir, voilà, c'était pas exceptionnel. Vraiment en termes de plaisir de jeu pur, ça valait pas du tout Street Fighter 2, clairement. Et ça ressemblait beaucoup plus effectivement au tout premier Street Fighter, qui lui était assez rudimentaire. Et il a fallu attendre 2-3 épisodes dans la série Fatal Fury, et arrivé à Fatal Fury Special, qui là effectivement a été un pivot, puisque c'était le premier qui intégrait ce qu'on appelle communément des combos, c'est-à-dire des enchaînements de coups, comme dans Street Fighter 2. Et c'est là où ça a commencé à se développer, sachant que les combos sont devenus par la suite un des piliers de la jouabilité de à peu près 90 à 95% des jeux de combat. Donc plus de persos, j'imagine. Exactement. Et là, ah oui, là, ça c'est censé être Terry Bogard, ça. Voilà, donc toujours le bon goût américain. Voilà, c'est ça. Qui respecte le design, c'est essentiel. Voilà, c'est lui apparemment. Bon, voilà, à peu près quoi. C'est à peu près lui. Là, on le reconnaît mieux ici avec sa tenue caractéristique et sa fameuse casquette quand même. Tout à fait.
qui a fait la gloire de... je pense que c'était un des personnages les plus iconiques de la Neo Geo, non, lui, quand même. C'est le plus iconique, effectivement. Yeah. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'avais un gros affect avec la Neo Geo, et en particulier avec Fatal Fury. C'était ce fameux bonhomme à casquette, justement, donc le fameux Terry Bogard. Puisqu'en termes de design, par rapport à un Street Fighter, SNK a essayé d'avoir un design un peu plus, je veux dire, contemporain. Ils étaient un peu plus au fait de la mode vestimentaire, par exemple. Ah, donc oui. souvent, leurs combattants ressemblaient plutôt à des graveurs de mode qu'à des vrais combattants de rue. C'est vrai qu'un Terry Bogard, avec sa casquette vitesse sur la tête, son petit perfecto rouge, ses mitaines, enfin, il avait un look qui était quand même terrible. Moi, j'étais extrêmement fan. Et c'est pas anodin, c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite sur à peu près tous les jeux de combat, et même tous les jeux globalement de Neo Geo. C'est effectivement l'amour des personnages, puisqu'il faut savoir qu'en fait, à la base, Takashi Nishiyama, lorsqu'il arrive chez SNK, il propose une sorte de cahier des charges pour le développement de tous les jeux, quels qu'ils soient, que ce soit du jeu de tir, que ce soit du jeu de plateforme, du jeu de réflexion. Il faut qu'on démarre par créer un personnage. Donc pas de jeu sans personnage charismatique à proposer. Il faut avoir des personnages intéressants. Il considère que si on a un personnage intéressant, on a un concept. S'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de jeu. Et c'est justement... Tu me parlais de Metal Slug que tu as amené ici, c'est justement un des points clés qui va expliquer par la suite pourquoi Metal Slug est devenu un des jeux les plus rares et les plus chers de la console, par un coup du sort, on va dire. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les programmeurs de Metal Slug à l'origine travaillaient chez IRM. IRM a fait faillite, ils ont été récupérés par SNK sous le nom de Nazca Corporation. Je te coupe juste une seconde sur IRM, donc qui était à l'époque connu pour avoir fait le jeu R-Type notamment. C'était un shoot'em up magnifique qui est sorti sur Master System à l'époque en arcade aussi, et donc qui était quand même connu surtout pour le shoot en tout cas. Exactement. Moi je crois que c'était ça. C'était leur grosse spécialité. Tout à fait. Après, effectivement, mais ils avaient quand même un savoir-faire en termes de visuellement, il y avait une patte. Visuel, complètement, et qu'on retrouve après par la suite sur certains jeux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la toute première version de Metal Slug qui avait été développée par l'équipe de Nazca, il n'y avait pas de personnage. Il y avait juste le petit tank que tu as ramené, qui est ultra sexy, qui est inspiré de l'animé Dominion Tank Police, d'ailleurs, qui était super bien animé, super mignon, mais c'était pas un personnage. Et c'est vrai que lorsque l'équipe a voulu lancer le jeu, faire des essais en salle d'arcade, auprès du public pour tester la notoriété, la popularité et le potentiel du jeu. Ça n'a pas vraiment fonctionné et SNK les a retoqués en leur disant mais écoutez, il n'y a pas de personnage dans votre jeu, visiblement le public ne suit pas, on va annuler. Et surtout qu'en plus, à l'époque, ce jeu, quand il est sorti, SNK c'était surtout des jeux de combat, des jeux de baston, et là ils sortaient un jeu qui sortait un peu de leur, comment dire, de leur série culte comme les King of Fighters, les Fatal Fury, les Art of Fighting, tout ça, pour proposer un jeu avec des niveaux où on progressait dans un niveau comme un beat'em all. C'est ça, ce qui ne se faisait plus puisqu'on était en 1996 et le dernier gros jeu du genre c'était Gunstar Heroes sur Mega Drive 2 ans plus tôt, donc ça faisait vraiment 2 années au cours desquelles le jeu d'action en vue de profil était quasi inexistant, que ce soit en arcade ou sur console. Donc l'équipe de Nazca, en fait, plutôt que de s'avouer vaincu, va se challenger et décide de développer des personnages et créer donc Marco et Tarma, les deux personnages exactement, dont le nom est inspiré entre autres de l'animé Porco Rosso, son nom de famille. Et là pour le coup, SNK ne croit toujours pas au potentiel du jeu, plus par rapport au genre de jeu, donc au jeu d'action, qui n'est pas le fer de lance de la console, et décide de le distribuer en toute petite quantité. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le public est au rendez-vous. Le public apprécie énormément le jeu. Déjà, c'est un jeu qui en plus a une durée de vie assez conséquente en arcade. Donc, lorsqu'on met une pièce, on peut rester une bonne demi-heure sur la borne. Contrairement à un jeu de combat où lorsqu'on a perdu face à un adversaire, on rentre chez soi, entre guillemets. J'ai un doute, on peut jouer à deux. Tout à fait. Ouais, c'est ça, il me semble. Parce que moi, je l'ai eu sur Saturn. À l'époque, bien sûr, je n'avais pas les moyens d'acheter le jeu Neo Geo. Mais il y avait une super conversion sur Saturn. Exactement. Qui était magnifique. Avec ce type de boîte d'ailleurs, parce qu'elle était vendue avec une cartouche 4 mégas, je crois. Non, alors le premier Metal Slug avec les cartouches 2 mégas spécifiques au jeu SNK. Justement. Ah d'accord, 2 mégas. Donc c'était, tu avais besoin de cette cartouche parce que graphiquement quand même il fallait qu'il tienne la route par rapport à la version arcade. Mais il était génial et ça reste un des meilleurs jeux du genre, hein, Metal Slug. C'est pour ça qu'il a certainement eu ce succès d'ailleurs. C'est ça. Et du coup les cartouches sorties en peu d'exemplaires ont trouvé preneur très rapidement. Exactement. Et il n'y en avait plus très vite.
Et lorsqu'au bout de quelques années, la série a continué à se développer, aujourd'hui on en est au 8e ou 9e épisode, effectivement les personnes ont commencé à se pencher dessus, à revenir en arrière, à se rendre compte que le premier était indisponible. Qu'on le cherche en format console, peu importe laquelle, c'était très compliqué de le trouver. Et donc il a pris de la valeur et aujourd'hui c'est un des jeux les plus chers de l'histoire du jeu vidéo en occasion. En occasion, parce que maintenant on atteint des records complètement hallucinants sur des jeux neufs scellés. Nintendo à 100-300 000 euros, des prix incroyables, ou 1 million je crois, je sais plus, non, je sais plus. Fou. Mais ça par contre ça reste un des jeux en occasion qui continue de coûter très cher. Mais on va expliquer quand même un petit truc sur la Neo Geo qui est caractéristique de cette console, c'est qu'effectivement il y a deux formats, enfin on va simplifier en disant qu'il y a deux formats. Les jeux d'arcade à l'époque, si tu voulais jouer à un jeu d'arcade, il te fallait la borne d'arcade, il fallait la carte d'arcade, il y avait tout un matos qui coûtait une fortune et qui était réservé aux gérants, aux exploitants. La Neo Geo est arrivée avec une carte qui était comme une console mais pour l'arcade finalement. Pour le salon. Voilà. Et on mettait dedans des cartouches. Peut-être tu veux le sortir toi-même. Hop, on va pouvoir montrer. Donc on sortait les cartouches qui ont à peu près quasiment la même forme que tu pourras la montrer aussi. Voilà, donc avec le nom. Donc sur le côté, c'était la cartouche qu'on mettait dans la borne d'arcade, ce qu'on directement. Appelle MVS, donc la cartouche avec deux broches, assez classique pour de la Neo Geo. À l'intérieur également, on trouve, hop. Alors attends, je vais essayer de ne pas le rayer parce qu'à chaque fois qu'il y a une rayure, on perd 1000 euros sur ce jeu. C'est à peu près ça. Donc voilà, la différence, les cartouches sont quasiment la même forme, mais en revanche, si on montre les broches, tu vois que l'une ne rentre pas sur la console et l'autre ne rentre pas dans la carte arcade. Ah oui, donc on peut pas intervertir les deux versions. C'est pas compatible. Et c'était fait exprès puisqu'en fait, ces cartes-là, auprès des exploitants, coûtaient extrêmement cher puisqu'elles étaient destinées à la location, alors que celle-ci était destinée aux particuliers. Elle coûtait cher, mais moins cher. Elle ne coûtait pas le même prix. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Celle-ci coûte beaucoup moins cher, alors que les versions console de salon, les prix ont explosé. Surtout que quand même, là, on voit qu'il y a une notice. Là, il n'y a pas de notice. Non, on a Par juste... contre, il y a des éléments qu'on pouvait coller sur la borne. Exactement. Alors, il y avait ce qu'on appelait les mini-marquis, donc on doit voir en plus en transparence. C'est trop beau. Voilà, des petits morceaux de plastique qui sont assez sympathiques, qu'on glissait dans la borne, pour justement montrer quels étaient les jeux qu'il y avait jouables sur la borne. Et on retrouve ensuite, on avait des petits dépliants, voilà, ce qu'on appelait des flyers, qu'on mettait également à disposition à l'entrée des salles d'arcade. Il n'y avait pas l'espèce de bandeau là, des coups et tout ça? Tout à fait. Alors, les stickers étaient plutôt réservés pour les jeux de combat. Ou certains jeux avec des coups spécifiques. Sur Metal Slug, il n'y avait pas nécessairement besoin d'y en avoir. Mais voilà, sur les jeux de combat, effectivement, on avait des jolis stickers qu'on pouvait coller sur la borne. Mais après, c'était perdu, entre guillemets. Donc, alors à l'époque, donc, on avait le choix. Alors, les exploitants avaient ça et les gens, les individus lambda, ils achetaient ça. Donc la console, elle coûtait à peu près 3000 francs, je crois, à peu près, la console, ou 2500 francs. Le prix a beaucoup bougé, mais effectivement, le prix en France, c'était autour de 3000, 4000 francs à la sortie. Après, c'est un petit peu baissé. Ça fait 500 euros, la console. Ça fait autour de 600 euros d'époque. Ouais, grosso modo, 500 et 600 euros, mais avec l'inflation et autres, on peut compter beaucoup plus. On est plus proche des 1100 euros. Ok, donc on va dire que ça coûtait, et que chaque jeu coûtait à l'époque à peu près l'équivalent de 500 euros de maintenant, non, à peu près, une cartouche. C'était c'était autour de quasiment 2000 francs, donc c'est ça, avec l'inflation tu comptes 500 euros aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand même, moi cette console, elle me faisait rêver dans les magazines, là quand on regardait les consoles plus et tout ça, mais il y avait très peu de gens qui avaient les moyens d'acheter, encore la console, on avait peut-être les moyens de l'acheter, mais les jeux à 500 euros le jeu, des fois d'occasion à 300 euros, on pouvait en trouver, c'était vraiment que des particuliers qui avaient les moyens qui pouvaient acheter ça. Donc moi par exemple, tous ces jeux là, Neo Geo, je les ai eus après coup, je les ai achetés, voilà, bon, c'est bon. Ces jeux, j'ai pas pu les acheter au moment de leur sortie. Ma collection, je l'ai essentiellement fait au Japon, au début des années 2000, dans le creux de la vague, là où plus personne n'était vraiment intéressé par ce genre de jeu. C'était l'époque de la PlayStation 2, tout ça, Dreamcast. Donc les gens, ils avaient peu d'intérêt pour les jeux de baston, enfin pas les jeux de baston, mais les jeux 2D. Et c'était le bon moment pour acheter des jeux. Et d'ailleurs, ça tient au Japon, je me souviens, j'en ai acheté celui-là, je l'ai acheté l'équivalent de 20 euros, je pense, à peu près. Et encore, je pense même encore peut-être moins.
J'en ai certains sur lesquels j'ai encore les prix, mais effectivement, il y a une époque charnière, au moment où la PlayStation 2 s'apprêtait à sortir. La Neo Geo, les gens regardaient ça comme un objet du passé, qui valait plus grand chose, qui intéressait plus grand monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, la Neo Geo a réussi à survivre, à passer un petit peu ce cap, et la console a existé finalement de 1990 à 2004. Et c'est la console de salon qui a la longévité sur le marché la plus longue à ce jour. C'est vrai, et ils continuent de sortir des jeux Neo maintenant là. Tout à fait. Alors là, on va pouvoir montrer une petite pièce par exemple. Hop. Qui s'appelle donc un jeu qui s'appelle Crowdbuster, qui est développé par une équipe d'Allemands qui s'appelle NG Dev Team. Voilà, donc des jeux qui continuent à sortir 30 ans après la commercialisation de la console. 800 mégas. Voilà. Et alors que celui-là, il faisait 193 mégas par exemple, et le premier, un des premiers Fatal Fury, 55 mégas. Ce qui était déjà énorme à l'époque. 55 énorme. mégas, c'était énorme. Sur une Super Nintendo, la capacité moyenne d'une cartouche, au tout début, c'était entre 4 et 8 mégas. Ça, c'est 800 mégas, c'est encore 10 fois supérieur, c'est quand même fou. Et donc, ok, donc ils sortent encore des jeux. Et pour revenir donc à cette époque dorée de la Neo Geo, donc selon toi, quels sont les jeux les plus emblématiques de cette console? Alors pour moi, les plus emblématiques, naturellement, la série des King of Fighters, dont je vais montrer un épisode. Alors ça, c'est pas un jeu Neo Geo, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une réédition sur PlayStation 4, mais SNK essayant de continuer à faire vivre le culte autour de la console, ressort dernièrement les jeux dans des boîtes Neo Geo pour les collectionneurs. Voilà, très joli, avec toujours un soin au niveau des artworks. Ouais, vraiment pas mal. Ouais. Donc très sympathique. Et là, on peut voir que c'est 2000 mégas, là, carrément. Voilà. Alors je sais pas comment ils ont calculé, c'est très compliqué. Okay. Donc ça c'est joli, ouais. Donc ça c'est très sympathique. Mais après, si vraiment tu veux me demander quel est moi le jeu que je trouve emblématique, on va être sur Garou Mark of the Wolf. Garou Mark of the Wolf. Alors pourquoi ce jeu est le jeu de baston selon toi sur la Neo Geo? Alors ce jeu a toute une histoire, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en 1999 au moment où SNK commence à être totalement en faillite. Vraiment, les programmeurs, on va dire, ont donné tout ce qu'ils avaient. Et ce jeu, visuellement, est ce que la console a su faire de mieux en matière de jeu de combat, mais surtout la jouabilité, le gameplay a une profondeur qui est énorme, avec une marge de progression qui prenait des années avant d'avoir non pas fait le tour du jeu, mais au moins compris son potentiel. Et clairement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pas le seul jeu à avoir fait ça, du côté de Capcom, on a Street Fighter 3 qui a fait à peu près pareil. Mais c'est un jeu, au bout de 5-6 ans à le jouer, on découvre encore de nouvelles manières de le jouer, justement. Et donc tu utilises quel perso, toi? Moi, Rock Howard, clairement. Et alors, moi, ce que je peux en dire de ce jeu, alors je n'ai pas vraiment joué, je peux juste juger l'aspect graphique. Pour moi, c'était vraiment impressionnant de le voir tourner en arcade. La qualité de l'animation était incroyable. En 680 mégas, donc forcément, c'était quand même un gros jeu déjà. Donc ça veut dire beaucoup de frames d'animation. Exactement. Et surtout des décors de fond. Voilà, l'animation était extrêmement bien décomposée. Certains coups ressemblaient parfois à des animations de dessins animés. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ce qui se faisait déjà pas vraiment à l'époque. Donc ça, si on pourra le voir, je pense, en vidéo un petit peu, parce que ça vaut vraiment le coup de voir à quel point l'animation a été léchée, et surtout aussi les décors de fond. Là, c'est carrément des œuvres d'art. Pour vraiment, moi qui suis fan de pixel art, pour moi, ça fait partie, les jeux Neo Geo ont les backgrounds les plus fins et les plus travaillés que je connaisse. On va certainement parler, d'ailleurs, je rebondis juste sur ça avant que tu reviennes sur les jeux de baston. En parlant de ce jeu, Metal Slug 3, mais avant on se fait une petite pause et on sera de retour pour l'épisode 2 prochainement. Ciao!